Accroître la connaissance du personnel communal sur leurs droits, devoirs et obligations, tels sont en substance les objectifs des assises de Mayo-Oulo qui va durer 2 jours. Conscient de ce que les agents communaux sont en majorité analphabètes et limités, Madame Aoua Tizi, maire de cette commune, a initié ce séminaire de formation de renforcement des capacités du personnel et agents communaux afin de renverser la tendance. Il était question de parler du contrat du travail, qui est même l'acte qui fonde même les relations de travail entre l'employé et son employeur. Il était question de cerner la notion même de travailleur, qui est travailleur, qui ne l'est pas. Et il était question de passer en revue les obligations des travailleurs et par la suite les obligations de l'employeur. Donc vous le savez, le contrat de travail est un contrat systématique qui génère des obligations réciproques. En outre les travaux de Mayo-Oulo, le sous-préfet Charles Mouma a pu apprécier à sa juste valeur une telle initiative qui, sans doute, viendra situer les uns et les autres sur les règles de fonctionnement d'une structure. Pendant 2 jours, les travaux vont se dérouler sous forme d'ateliers avec au menu plusieurs thèmes: l'éthique et la déontologie, le contrat de travail, le travailleur, ses droits et devoirs, la rédaction administrative et gestion du courrier, pour ne citer que cela. À la fin de ces travaux, les participants pourront enfin distinguer les différences et l'objectif de tout agent. Dès mon arrivée, j'ai constaté que ces agents communaux ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. J'ai trouvé que c'est très important de faire une formation pour eux. C'est pour cela aujourd'hui nous avons initié la formation de renforcement de capacités pour les agents communaux de la commune de Mayo-Oulo. La pertinence des thèmes pour ce séminaire est saluée par les participants et l'exécutif. Reste bien à faire son impact pour la bonne marche de la commune de Mayo-Oulo. Après l'arrêt des travaux le 15 juillet dernier du fait de l'inaccessibilité des zones de travail et de l'engorgement des zones d'emprunt causées par la montée des eaux, le PULSI, projet d'urgence de lutte contre les inondations, entend bien relancer d'ici au mois de décembre les travaux de réhabilitation de la digue du fleuve Logone et du barrage de retenue d'eau de Maga. C'est ce qui ressortait des travaux de la 4e session du groupe régional de suivi technique du dit projet tenu à Maroua en ce début du mois de novembre 2016. Laquelle session s'inscrit dans le cadre de l'examen et l'évaluation du budget du PULSI pour le compte de l'exercice 2017 ainsi que la formulation des propositions pertinentes sur le projet de plan de travail pour l'année 2017. Les participants ont à ces assises mis à contribution leurs connaissances et expériences du projet tiré de la première phase, question de procéder à une lecture critique et constructive en vue de la bonne marche des travaux. La rencontre d'aujourd'hui permettait au groupe technique régional de suivi technique de pouvoir examiner un projet de budget qu'on leur a soumis, et ce projet de budget sera transmis au comité de pilotage pour validation. La reprise des travaux vont se faire à partir du mois de novembre-décembre et nous comptons vraiment atteindre nos objectifs et commencer un peu tôt pour au moins travailler pendant les 6 mois. Les travaux qui vont être relancés rentrent dans le cadre des missions assignées au PULSI. Le projet en question a été mis sur pied par le gouvernement au lendemain des inondations de 2012. Il a pour feuille de route la réhabilitation de la digue du Logone sur 70 km, la réhabilitation de la digue de retenue d'eau de Maga et des ouvrages hydrauliques sur 27 km, la réhabilitation d'environ 7500 hectares de périmètre risicole de la Seimerie. Le dit projet a bénéficié d'un financement à hauteur de 108 millions de dollars, soit environ 54 milliards de francs CFA, consenti par la Banque mondiale. Les travaux ont été lancés à Yagua le 11 mars dernier par Yaouba Abdoulaye, ministre délégué de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en présence de Mme Elisabeth Huyn-Benz, directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun.
La presse, par l'entremise du syndicat national des journalistes du Cameroun, souhaite aller au-delà des comptes rendus au lendemain de l'accident ferroviaire survenu à Ezeka le 21 octobre dernier. Conscient de ce que la presse nationale et internationale rapporte des chiffres aussi contradictoires les uns que les autres, le SNJC a pris sur lui de contribuer à la manifestation de la vérité en mettant sur pied une task force professionnelle baptisée Ezeka 1. Décidé de mettre sur pied cette task force parce que nous sommes convaincus de ce que le gouvernement du Cameroun et Camrail sont non seulement de mauvaise foi, mais agissent en complicité pour que ceux qui sont morts à Ezeka et ceux qui ont été blessés ne puissent pas, n'est-ce pas, rentrer dans leurs droits et dans leur dignité. Pourquoi? Parce que quelques instants seulement après la mise sur pied par décret d'une commission d'enquête sur Ezeka par le président de la République, le gouvernement qu'il a nommé à travers son porte-parole, est passé à la télévision pour influencer les résultats de l'enquête en disant que la responsabilité était celle de Camrail. Et comme Camrail et le gouvernement marchent toujours de pair dans ce genre de situation, le responsable du groupe Bolloré est aussi monté au créneau pour désigner le conducteur du train comme étant le principal responsable. Il l'a fait en disant que le train roulait vite de façon anormale. Donc il s'agit là de deux sorties des deux principaux protagonistes dans l'affaire pour influencer le travail d'enquête qui sera fait. Le président national du SNJC va pour l'occasion lever l'équivoque quant au mystère qui semble entourer la composante des Ezeka 1. Les noms des journalistes qui sont dans la task force vont être révélés lorsque les Camerounais commenceront à lire des articles d'une certaine qualité dans la presse en rapport avec l'accident d'Ezeka et l'affaissement de la voie au niveau de Matom. Ezeka 1 lance pour ainsi dire un appel à témoins et invite toute autorité, toute source ainsi que tout citoyen à livrer témoignage ou confidence de nature à faciliter ses investigations. Aussi entend-il travailler en toute indépendance, en toute conscience, dans le strict respect de l'éthique et la déontologie professionnelle. Arrivé au Cameroun en compagnie d'une délégation d'hommes et de femmes d'affaires allemands, Thomas Silveron a eu des échanges enrichissants avec le ministre des Finances en présence des plus proches collaborateurs de la MINUSMA. Ces échanges qui se sont déroulés à huis clos auront permis aux deux parties de passer en revue les grandes questions de la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Allemagne. On avait une négociation bilatérale de développement en juillet. Et on est convenu de, encore une fois, agrandir notre coopération bilatérale entre Cameroun et l'Allemagne. Cette visite témoignant de l'importance que la République fédérale d'Allemagne et la République du Cameroun attachent à leurs relations bilatérales, à la MINUSMA et ses hôtes ont aussi discuté sur les voies et moyens d'attirer les opérateurs économiques allemands au Cameroun. Sur un tout autre plan, Thomas Silberon, membre du conseil municipal de Bamberg depuis 2002, a annoncé qu'en 2017, année au cours de laquelle l'Allemagne assurera la présidence du G20, une réflexion sera poussée sur l'intégration d'un partenariat avec l'Afrique. À la fin de l'entrevue, le membre du Bundestag allemand et porte-parole des affaires étrangères et européennes de la politique de sécurité et de développement du groupe CSU au Bundestag a relevé que la coopération germano-camerounaise se concentre aussi sur la bonne gouvernance. Ainsi a-t-il apprécié les efforts déployés par le Cameroun pour augmenter ses recettes propres, avec notamment le projet d'informatisation du système de taxation. Parmi les plus grands bailleurs pour le Cameroun, et on va investir, si vous voulez, plus de 100 millions d'euros dans les 3 années prochaines. Les pôles prioritaires de notre coopération, c'est le secteur vert, mais aussi le développement économique et le développement rural. Cet avocat de profession, âgé de 48 ans, est marié et père de 2 fils.
Aucun nouveau visage parmi les 23 convoqués pour préparer la rencontre Cameroun-Zambie ce 12 novembre à Limbé. Pour cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a fait confiance aux mêmes joueurs qui ont affronté l'Algérie lors de la première journée à Blida. Seul Adolphe Teke, de retour de blessure, a été greffé à cette nouvelle liste de ce mercredi. Mais le joueur de Sochaux en France n'est pas à sa première convocation en sélection. Pour le reste du groupe, l'encadrement technique a convoqué 3 gardiens de but. Fabrice Ondoa, André Onana et Guy Roland Diasembe. La défense est le compartiment qui a le plus de joueurs, soit au total 9, et l'attaque qui couvre près de 8 joueurs. Le milieu de terrain est le moins nanti, à l'exception de quelques joueurs qui pourraient se retrouver dans ce compartiment comme Ngande Ngandui ou encore Arnaud Sitchoum. En conférence de presse ce mercredi à Yaoundé, l'on a appris de manière officielle de la bouche du coach que c'est Benjamin Mukanjo qui est le nouveau capitaine du groupe, fonction qu'il assume bien depuis plusieurs rencontres. Les Lions indomptables entrent en stage dès ce 6 novembre à Limbé dans la région du Sud-Ouest.